D'accord. Donc, je suis Fabrice Broveny, je travaille chez BETC et j'occupe la fonction de vice-président. Mais disons que je suis en charge de toute la production des films, ouais, images et son. Moi je m'appelle Christophe Corret, je suis directeur de création musique au sein de l'agence BETC. Un parcours semé d'embûches mais très musical, parce que je pense que j'ai fait mon premier concert à 13 ans. Et j'ai eu la chance la malchance de pouvoir expérimenter beaucoup de choses dans différents corps de métier, et aussi avoir pu vivre la musique assez proche sur le terrain, la musique et l'image d'ailleurs. Je suis rentré dans la pub assez tard, vers 30 ans. Voilà, donc en fait, toutes ces errances m'ont beaucoup nourri pour la suite. Et moi en fait, d'un côté je suis juriste, et puis de l'autre en fait j'étais... toujours un peu. Je le suis un peu toujours. J'étais également guitariste d'un groupe dans mon bled, organisateur de rave party au moment de l'explosion en France de ce mouvement-là. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit tiens, comment je pourrais joindre ma formation un peu carrée avec ma passion de la musique, et puis avoir traîné mes guettes du côté des maisons de disques, j'ai atterri chez BETC et c'est Fabrice qui m'a embauché. En fait, c'est une association plutôt naturelle avec Yuxek. Étant moi-même de Reims et étant je dirais, le parrain ancêtre de toute la scène rémoise, Yuxek faisait partie de la famille. Puis après, Yuxek avait remixé tellement de titres qui ont cartonné, où il avait tellement une patte qui était un peu dans l'air du temps. Compte tenu de la proximité qu'on avait avec Yuxek, c'était un peu idiot de s'en passer, quoi. Donc, je pense que voilà, ça s'est fait naturellement. Mais on a testé d'autres gens, on a testé Cassius, on a testé d'autres trucs. Et après on s'est rendu compte que le plus évident, c'était lui. Généralement on travaille quand même sur un projet, une production, un film, un projet à venir, une compétition et tout, avec soit une marque à un moment qui va lancer un film, la création est vendue sur le papier, et puis on attaque la phase dite de production, et puis là on réfléchit à la musique du film, donc ça c'est notre quotidien. Après il y a des trucs comme par exemple des sujets où il y a une marque qui a envie de s'investir sur le terrain de la musique, elle vient nous voir, elle cherche des solutions ou des indices pour aller organiser des choses sur ce secteur-là. Donc nous on travaille un peu avec différentes équipes, des gens de notre équipe sur BETC Musique, sur la stratégie, on propose toute une palette de choses, et on essaye toujours de respecter au mieux tant les marques que les artistes. Ce que je veux dire par là, c'est que notre leitmotiv à nous, c'est vraiment d'essayer d'établir un lien win-win, autant pour la marque que pour l'artiste. Parce que s'il y en a un qui gagne plus que l'autre, soit l'artiste d'un côté ou la marque de l'autre, finalement, ni l'un ni l'autre n'en sortent gagnants. Donc nous, c'est établir un lien win-win d'une part, et d'autre part, construire dans le temps. Et dans le temps, surtout. En fait, le partage des réseaux sociaux ou tout ce qui peut arriver fait partie de notre quotidien, donc il est normal, j'ai envie de dire, on l'intègre presque normalement, tu vois, comme une évolution technologique sur laquelle on doit fournir des contenus et essayer de créer un lien qui soit tangible ou respectable. Tu vois, c'est juste un nouveau canal de diffusion. Donc après, il y a d'autres qui vont plus spécialiser musique, comme d'autres peuvent être plus spécialisés photo, voilà.
On le fait déjà pour des marques notamment comme Air France, tu vois, qu'on a emmené notamment avec Air France Musique sur tous les réseaux sociaux. On a vraiment construit toute une plateforme autour de ça. On organise des événements particuliers à travers ce type de... via ces réseaux-là. En fait, la musique est devenue une espèce de marchandise d'échange, hein, tu vois, gratuite, ou qui participe à la construction, à une construction mentale ou psychologique de chacun de nous. Et après, on l'a vécu de chacun différemment, mais il y a toujours eu la notion de... À partir du moment où il y a eu la cassette et qu'on pouvait reproduire un titre, il y a toujours eu la façon d'échanger et de dire tiens, écoute ce truc-là, écoute ce truc-là. Maintenant, on copie, enfin on s'échange des fichiers, on s'échange des liens. Et la musique est un élément clé, mais la musique est une arme de séduction massive. C'est-à-dire qu'elle peut, un titre peut créer une révolte, ou un titre peut te servir à draguer la personne que tu as envie de séduire. Par lieu d'envoyer des titres, ou un titre aussi peut être rassembleur, tu vois, si tu prends la Marseillaise. Donc je pense qu'il y a quelque chose dans lequel les gens ont envie de se retrouver, de s'identifier. Après ça véhicule différentes émotions. Donc oui, et en fait aujourd'hui cette nouvelle génération est inondée de titres et en consomme sur son ordi plus qu'elle pourra en écouter en une seule vie. Généralement c'est assez incroyable. Vous arrivez d'avoir des gens qui me disent voilà, j'ai 24 gigas de musique, j'ai dit putain, je sais pas combien de titres ça représente, mais il faudra plusieurs vies pour pouvoir toutes les écouter. Et après, souvent, ce que j'ai envie de dire, essayez d'aimer peu de choses, mais aimez-les vraiment, plutôt qu'essayer d'en avoir beaucoup et d'avoir peur de les louper. Et même à l'époque où on avait accès à moins de choses, je suis passé au travers de plein de trucs qui ont été peut-être qui ont été des fondamentaux pour les gens, mais je m'en fous. Alors qu'aujourd'hui, on est plus dans une préoccupation d'avoir peur de louper quelque chose que plutôt que de vraiment aimer quelque chose. Et c'est assez dingue, en fait, il y a très peu de gens, aujourd'hui, quand tu reparles de musique, ils connaissent comme ça les titres, parce qu'ils sont échangés des fichiers, mais est-ce qu'ils connaissent la chanson vraiment? Est-ce qu'ils savent qu'à 2 minutes 30, il y a un break de batterie et que la voix reprend? Tu vois, on la consomme plus de la même façon, et on la consomme plus non plus dans un souci de vraiment d'aimer la musique dans l'expression qu'elle peut être et dans sa diffusion sur les matériels. Parce qu'en plus, c'est souvent compressé en MP3, elle est sur des blogs, alors les mecs écoutent des fois sur leur téléphone, sur leur truc, ou sur leur ordinateur. Du coup, ça fait une espèce de formatage un peu, alors qu'il y a une expression qui est vachement plus grande. C'est-à-dire qu'on la vit plus avec la même passion, mais on la vit comme une espèce d'attribution ou de reconnaissance vis-à-vis des autres, mais pas comme... Mais moi, j'ai l'impression que moins comme quelque chose de personnel. C'est assez bizarre et comme ils ont assimilé un petit peu tous les codes des modes précédentes, il n'y a pas vraiment de réel renouveau qui arrive. Je sais pas trop comment dire. Ouais, par contre, par rapport à notre job, même si aujourd'hui on a conscience que c'est un élément clé, même en termes de communication, pour aller voir les marques ou tout ça, notre motivation première, que ce soit Fabrice comme moi, ce qui nous rejoint, c'est qu'on est des vrais passionnés. C'est-à-dire, avant toute chose, c'est ça le plus important. C'est-à-dire que tant mieux pour nous, ou tant mieux tout court d'ailleurs, si aujourd'hui la musique est aussi présente, mais avant tout, c'est pas notre leitmotiv, le côté mode. Il y a des agences qui voient que ça d'ailleurs, qui disent que comme un morceau est dans l'air du temps, il faut aller chercher tel morceau. Nous, à chaque fois qu'on travaille sur un projet, c'est parce qu'on y croit, qu'on est engagé, qu'on est passionné. C'est ça. C'est plus complexe que ça, parce que je pense que tu as un ancien monde qui est régi encore par les radios et les médias traditionnels sur lesquels sont plutôt focus sur l'ancien monde de l'industrie du disque. Et il y a encore des trucs qui fonctionnent, qui sont liés à des top 50, à des machins, des top singles, et qui sont plutôt assez formatés. Et d'un autre côté, tu as eu une ouverture sur la pub, où d'un coup, tu avais des titres qui passaient pas en radio, mais qui pouvaient être vus dans des segments très petits, de 30 à 20 secondes, qui pouvaient être entendus par des millions de gens. Alors tu avais des artistes qui pouvaient accéder à une culture de masse, mais qui étaient des artistes underground, et puis tu as un paradoxe, les artistes de masse, qui n'ont pas accès à la culture de masse via la pub.
Ouais, parce qu'en fait, il y a un peu un côté un peu mauvais goût, tu vois, dans le top 50. Il y a un côté un peu. Personne n'a envie de dire qu'il a acheté un titre du top 50, enfin, j'en connais peu, mais bon, peut-être. Et d'un coup, c'est devenu aussi une source de revenus. Donc, tu mélanges ça avec l'argent, parce que dans une industrie qui était en crise, et qui fonctionnait toujours, qui fonctionne d'ailleurs toujours à l'ancienne, et ça peut rentrer sur énergie, par exemple. Alors, tu as cette espèce de mix là, en disant, bon, ça peut pas rentrer sur énergie, est-ce que ça peut faire une synchro? Mais je pense que la réalité, c'est qu'un artiste trouve son public, et la finalité, c'est pas d'être en, je sais pas, top single, ou d'être sur une synchro. La réalité, c'est vraiment d'avoir une existence qui soit propre, dans laquelle les gens ont envie de se reconnaître. Après, les marques, j'ai envie de dire, c'est accessoire. On parle des médias traditionnels, les radios, ils avaient un vrai job, je pense, c'était la découverte, faire découvrir aux gens des nouveaux morceaux et ceux, donc tout ça, t'oublies. Et nous, finalement, on a un peu perverti le système pour faire découvrir des artistes. Au départ, c'est pas notre job à nous. Donc en fait, souvent, il y a les médias qui associent les chutes des ventes de disques à l'essor, entre guillemets, de l'intérêt des artistes ou des maisons de disques vers les marques ou la pub. Mais nous, publicitaires, on a juste eu envie, sur des belles images, de poser des belles musiques. Mais on s'est pas dit, tiens, parce que là en ce moment ça va pas, c'est à nous de jouer quoi. On s'est pas fait comme ça. Par contre, eux ils se sont dit, tiens, voilà, on a les ventes qui sont en train de chuter, faut qu'on s'intéresse sérieusement au milieu de la pub, faut qu'on s'intéresse aux publicitaires, etc., etc. Il y a des irréductibles que tu as encore aujourd'hui, du style. Il y en a moins. Il y en a moins, mais t'en as encore. Il faut quand même chauffer la piscine. Ouais, mais des YouTube de mémoire, ils ont accepté une seule fois un truc pour l'iPod, c'est ça, pour l'Apple, et c'est tout. Ils ont toujours refusé les associations, les synchros et tout ça. Björk, c'est un peu pareil, je crois. T'en as comme ça, t'as une espèce de blacklist que connaît un peu toutes les maisons de disques, et normalement, si nous on fait bien notre boulot, on la connaît aussi. Après, il y en a de moins en moins parce qu'aujourd'hui, la pub, elle a quand même évolué en termes de parti pris, en termes de réalisation, en termes de tout ça. Donc les artistes se disent, c'est un médium intéressant, je peux faire circuler ma musique, avec un peu de chance, c'est sur un beau film. Donc il y en a de moins en moins. Ouais, alors, déjà sur la France, faut pas croire qu'on a entière liberté. Hein. On a créé le truc, puis après on a créé le dogme, donc tu vois, il y a cette ligne de goût, on va pas mettre du hard rock sur Air France, tu vois, on peut pas. Donc on est prisonnier de nos propres... voilà. Et ensuite, est-ce qu'il y a d'autres marques qui nous laissent un espace pour s'exprimer? Ouais, il y en a quelques-unes quand même, non, il y a Courrèges, c'est une marque de mode, il y a quoi d'autre? Je dirais avec Lacoste, avec Lacoste, avec un espace assez grand. Après, ça peut être sur certains projets où on a mais ce qui compte finalement, tu parles de l'exemple d'Air France, c'est pas tant l'impression d'avoir un espèce de liberté, c'est juste que les gens ont l'impression que c'est un truc comme ça, mais ça s'est construit dans le temps, tout ça encore une fois, c'est 13 ans de travail et de relations de confiance. C'est aussi pour ça qu'il y a une compréhension réciproque entre la marque et l'agence, entre la marque et nous, parce qu'on se comprend. Et chaque fois, on va les voir, et puis donc les choses se font facilement. C'est sûr que quand tu vas voir une marque, il y a l'espèce de période d'essai où tu essayes de comprendre un peu l'interlocuteur avec qui tu travailles. La musique a contribué à créer ce que j'appelle ces objets de séduction massifs. Donc du coup, tu pourrais imaginer dans un monde futur qu'il y ait des gens suffisamment intelligents qui soient capables de créer une relation saine entre l'art et le commerce. Les médias, les marques, l'agence, les artistes, et que tout le monde soit gagnant, et que les artistes se servent du commerce pour pouvoir continuer d'exister. C'est toujours d'ailleurs ce qui a existé plus ou moins, mais je pense pas que tu puisses l'industrialiser.
Je pense que c'est malheureusement la musique reste une création humaine, même si c'est des ordinateurs, même si c'est des logiciels de mélodies toutes faites ou d'accordage. Il y a toujours un truc humain qui fait que qui va être retranscrit chez un autre humain et ainsi de suite. Donc je sais pas c'est quoi l'avenir. Je pense que l'industrie du disque telle qu'elle est va certainement mourir et il va y avoir une mutation. Et que l'industrie média traditionnelle va aussi, on voit déjà sur la presse, il va y avoir d'énormes mutations. Mais on aura toujours besoin de quelqu'un qui nous procure une émotion, qui nous fasse demander, j'en sais rien. Tu vois. Il y a des webzines qui sont devenus des espèces de monstres référents, tu prends Pitchfork ou Resident Advisor, qui ont où la passion se transformait en un immense business et ont pris un pouvoir au niveau mondial avec la bénédiction de millions de gens ou de milliers de gens qui vont sur ce blog. C'est assez drôle comment les pouvoirs des fois se sont inversés, ou d'un truc qui devenait cool pouvait devenir vraiment quelque chose d'édifiant. Ça fait peur et en même temps c'est fascinant à la fois, je trouve. C'est-à-dire que bon, et du coup tu peux agréger des millions de passionnés ou des centaines de passionnés sur des niches. Avant tu as le sentiment d'être tout seul quand tu étais dans ton patelin, mais je pense que maintenant tu es dans ton patelin à Vierzon et tu peux avoir un mec qui est fan de cornemuse, tu vois, over the world.